Monsieur Jean Charron, vous êtes un chercheur et un physicien dont on parle énormément en ce moment. Tous nos confrères de la presse ont attiré l'attention sur vos travaux. Et je lis dans ce journal, comme dans beaucoup d'autres, Jean Charron a mis au point la formule du champ unifié qu'Einstein chercha en vain pendant 20 ans. Eh bien, je voudrais que nous essayions, que nous tentions une expérience difficile, qui serait de comprendre, pour moi, de faire comprendre aux téléspectateurs ce que peut être votre travail, la nature de votre travail et l'importance de ses résultats. Et Jacques Bergier, que les téléspectateurs connaissent et que vous connaissez bien, je crois, puisque vous avez souvent échangé vos points de vue, va nous servir d'interprète entre le langage scientifique que vous pourriez être amené à parler et le langage courant que je parlerai. Monsieur Charron, commençons tout de suite cette expérience. On a dit que votre théorie était une théorie unitaire de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez qu'il existe plusieurs sortes de forces dans la nature. Je citerai les forces gravitationnelles, ce sont les forces qui nous attirent vers le sol, les forces électromagnétiques, la lumière, les forces nucléaires, qui sont les forces qui assurent la cohésion des atomes, et puis plus simplement la matière, les particules élémentaires. Une théorie unitaire essaye, a la prétention d'essayer de réunir dans un même ensemble de lois tous ces phénomènes, de décrire toute la réalité physique par une même structure fondamentale. Bergier? Eh bien, en somme, comme l'a dit Jean Perrin, il s'agit d'expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple. Einstein disait « Je me demande si la nature joue toujours le même jeu ». Il pensait que la nature jouait peut-être plusieurs jeux à la fois. Pour vous, la nature ne joue qu'un seul jeu. C'est ça une théorie unitaire? Oui, et je crois d'ailleurs que c'est également l'idée d'Einstein, puisqu'il a dit également c'est intolérable pour l'esprit théoricien qu'il puisse exister deux structures, la structure gravitationnelle et la structure électromagnétique. Monsieur Charron, qu'est-ce que votre théorie a de fondamentalement nouveau? Eh bien, je crois que ce que l'on peut considérer comme vraiment nouveau dans cette théorie, c'est les points de vue de base dont je me suis servi. Vous savez que la réalité extérieure nous apparaît sous certains aspects, et la question est de savoir si derrière cet aspect qui nous est donné par nos sens, il existe autre chose que l'on pourrait essayer de décrire. Alors, cette réalité qui est derrière les apparences, est-ce que vous cherchez? Peut-on l'atteindre? Est-il possible, l'homme peut-il rêver qu'il atteindra la connaissance de cette réalité fondamentale de l'univers, cette clé de l'univers? Là, évidemment, on tombe tout de suite un peu sur le point de vue philosophique du sujet. Il est bien sûr bien certain qu'actuellement, nous utilisons l'intelligence pour observer les phénomènes. Alors, on peut redire ce que Bergson nous a déjà dit sur ce problème de l'intelligence. Il y a deux façons de considérer les choses, disait Bergson, ou bien on tourne autour et on décrit ce que l'on voit extérieurement, ça c'est l'intelligence qui nous le donne, ou bien alors on essaye de pénétrer à l'intérieur de cet objet et de communier, disons, avec ce que cet objet a de vraiment intime. Et ça n'est pas l'intelligence, mais l'intuition qui pourrait nous fournir. L'intuition nous permettrait de connaître l'absolu. L'intuition nous permettrait, je m'excuse de vous interrompre, l'intuition nous permettrait justement de connaître, si on la possédait, cet état ondulatoire continu de l'univers. Monsieur Charron, vous dites cette réalité fondamentale de l'univers, on ne peut pas en avoir une connaissance complète et claire, et cependant, votre théorie décrit cette réalité. Comment avez-vous donc fait pour décrire une réalité qui échappe à notre conscience? Eh bien, je suis parti, bien entendu, j'étais obligé de le faire, de l'observation, des mesures, donc de l'aspect des choses, et j'ai essayé d'extrapoler vers cet aspect, alors c'est cette réalité qui se cachait derrière les choses. J'ai donc obtenu une description de cet état continu dont je vous ai parlé. Une description mathématique. Une description mathématique. Il s'agissait de voir si l'extrapolation que j'avais faite était ensuite quelque chose qui nous permettait de prévoir mieux les phénomènes connus, de retrouver les choses qui sont connues, même éventuellement de retrouver de nouveaux phénomènes. Actuellement, on a commencé les vérifications sur machines électroniques. Le genre de vérification qu'on fait habituellement, c'est d'essayer de retrouver les constantes fondamentales de la nature. Un certain nombre de constantes ont déjà été retrouvées et je crois que ces premiers résultats sont suffisamment encourageants pour qu'on puisse persévérer et pour penser que peut-être les équations que je propose décrivent cette réalité continue que j'ai cherchée. Si les équations que vous proposez décrivent cette réalité continue, je suppose qu'elles peuvent avoir des applications pratiques. Eh bien, je vous ai dit que cette théorie cherchait à
unir la gravitation avec d'autres lois. Oui. Par conséquent, on essaye d'examiner la nature de la gravitation. Actuellement, on connaît relativement bien les lois de la gravitation, mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait que deux corps, par exemple, s'attirent l'un l'autre. Donc, ce phénomène de base doit être recherché. J'ai proposé, avec ma théorie, une explication pour ce phénomène. Et dans ce cas-là, si on pouvait manier la gravitation, on pourrait obtenir une antigravitation. On ne peut pas dire exactement ça, mais enfin, vous savez qu'il y a un certain nombre de recherches actuellement sur l'antigravitation. Oui. Ma théorie pourrait être utilisée dans cette mesure pour travailler sur l'antigravitation, quoiqu'elle ne dise rien directement sur ce phénomène. Jacques Bergier, nous n'allons pas faire de science-fiction, mais émettre un certain nombre mais sur d'hypothèses. Quelles sur pourraient être les applications de l'antigravitation? Eh bien, sur le plan pratique, ça consisterait, au lieu d'utiliser du carburant pour lancer un satellite, à utiliser l'électricité qu'on emprunterait à une prise de courant. Donc, moins de danger, une facilité de lancement plus grande, une plus grande aussi commodité de manipulation. Donc, un grand progrès dans la possibilité des voyages interplanétaires. Très nettement. Monsieur Charon, est-ce que votre théorie et vos réflexions vous ont amené aussi nécessairement à une réflexion sur le temps? Il est certain que là, vous posez un gros problème qui intéresse ou intéressera l'humanité de demain, probablement. C'est ce problème de la possibilité éventuelle de se rendre sur des planètes éloignées. Vous savez que l'homme, dans le fond, se recherche toujours un petit peu lui-même dans l'univers, et il explorera probablement un jour prochain les planètes de notre système solaire, mais il ne doit pas se limiter là, il doit essayer également de voir ce qui se passe sur des planètes beaucoup plus lointaines, qui tournent autour d'étoiles qui sont beaucoup plus éloignées. Oui, mais il y arrivera en combien de temps? Alors voilà. Voyager à la vitesse de la lumière. Eh bien, supposons qu'il voyage à la vitesse de la lumière, ce n'est pas quelque chose d'absolument impensable, ou disons à une vitesse voisine de celle de la lumière. Il faudra quand même plusieurs années pour se rendre à la vitesse de la lumière, à l'étoile la plus proche, et donc pour essayer de visiter les planètes éventuelles qui tourneraient autour de cette étoile. Je crois qu'il est vraiment impensable d'imaginer, certains l'ont proposé, mais imaginer qu'il y ait des générations dans la fusée. Dans la fusée, des générations qui se succèdent, parce que je vous ai parlé de l'étoile qui était à quelques années, mais la plupart des étoiles ne sont pas à quelques années, elles sont à quelques milliers, quelques millions, même quelques milliards d'années. Et je ne crois pas qu'il est raisonnable de penser que des générations successives se succéderaient dans la fusée jusqu'au moment de l'arrivée. Alors, fort heureusement, la science actuelle a déjà répondu en partie à ce problème. Il faut bien voir l'aspect de ce problème. Dans le fond, c'est un problème, je crois, qui est fondamental. Le problème est le suivant. Nous sommes dans une immense demeure, dans un immense univers. L'homme est dans cet immense univers. Et le problème est de savoir si cet univers est ou n'est pas accessible. Par conséquent, je crois que c'est une question qui, en tout cas sur le plan philosophique, est très importante. Alors, comme je vous le disais, la science répond déjà à une partie du problème, et d'une façon assez troublante, mais cependant vérifiée par l'expérience. Elle nous dit que quand on se déplace à une vitesse voisine de celle de la lumière, on ne vieillit plus, ou enfin on vieillit d'une façon complètement différente. Donnons un exemple, par exemple, on se rendrait sur Andromède, qui se trouve à 2 millions d'années-lumière, en un temps qui serait beaucoup plus court que le million ou le milliard d'années dont on vient de parler. Le temps pour les voyageurs, c'est ça, on pourrait s'y rendre. C'est ça, on s'y rendrait par exemple en une quinzaine de jours. Oui, mais alors, et sur la Terre? Alors c'est là le problème, parce que la question qu'on ne vieillit pas quand on se déplace très vite, c'est bien établi, ça a été vérifié expérimentalement. Mais alors, la théorie classique vous répond ceci: sur la Terre, il se sera effectivement écoulé quelques millions d'années entre le départ et le retour des voyageurs. Dans ce cas, les informations n'auraient pas beaucoup d'intérêt, ça qui serait ramené par les voyageurs. Oui, et c'est même plus que ça, parce que voyez-vous, il y a un problème qu'on appelle le problème du paradoxe du voyageur de Langevin, qui est très grave, et je crois que les physiciens actuellement n'ont pas encore pu répondre d'une façon très claire à cette question. Les vitesses, en réalité, une vitesse est toujours une vitesse relative. Alors, nous avons dit que la fusée se déplaçait à la vitesse de la lumière par rapport à la Terre. Oui. Mais le même raisonnement inverse serait valable, c'est-à-dire de supposer que la fusée est immobile et que c'est la Terre, elle, qui se déplace dans l'autre sens à une vitesse voisine de celle de la lumière. Alors à ce moment-là, on arrive au résultat inverse, qui est que dans le fond, ce n'est plus les habitants de la fusée, mais les habitants de la Terre qui ne vieillissent plus, et au contraire, ceux de la fusée vieillissent beaucoup. Donc là, il y a une contradiction interne, voyez-vous, qui est très grave. Je sais qu'un grand nombre de physiciens essayent d'échapper à cette contradiction en faisant intervenir des accélérations. Ils disent non, mais ça n'est pas la même chose. Dans la fusée, dans le fond, les deux choses ne sont pas symétriques. Dans la fusée, les gens doivent se ralentir quand ils arrivent à l'arrivée, n'est-ce pas? Puis ils doivent repartir en s'accélérant. Alors il y a donc des accélérations, il y a quelque chose qui n'est pas symétrique. Or,
Je crois qu'il est très faux de raisonner de cette façon-là, car les conclusions qui sont apportées justement par la théorie de la relativité sur le non-vieillissement ne font absolument pas intervenir les accélérations. Et d'ailleurs, on a pu montrer d'une façon directe que les accélérations à elles seules ne pourraient pas justifier la différence d'âge. Donc, il existe là un paradoxe qui est monumental, parce que dans le fond, la théorie de la relativité est quelque chose de bien assis, qui a été vérifié par l'expérience, et cependant, je crois que ce paradoxe est toujours valable et existe toujours. Il serait donc très important de vérifier quel serait l'âge des habitants de la Terre au retour de voyageurs sur une galaxie lointaine. Alors, là, les physiciens sont divisés. Et pour vous? Je crois que ce que l'on peut faire, ce que je peux faire, le travail que j'ai fait, peut permettre de suggérer une expérience sur ce point qui est fondamental. Faisable sur la Terre. Faisable sur la Une Terre, expérience bien sûr, faisable sur la Terre, bien sûr. Et je crois que cette expérience vaudra certainement la peine, car indépendamment du fait que les habitants de la Terre, si les habitants de la Terre doivent vieillir énormément plus que les voyageurs, voyez-vous, ce qui se passerait, c'est que nous ne pourrons pas envoyer tout le monde sur Andromède. Supposons qu'on veuille explorer l'univers, on enverra quelques personnes. Tout le monde ne pourra pas y aller. Ce qui serait intéressant, et là d'ailleurs la science progresse de cette façon-là, il s'agit de réunir les informations. Or, pour réunir les informations, il ne faut pas que les voyageurs reviennent 4 millions ou 4 milliards d'années après, parce qu'alors, vraiment, on ne peut plus logiquement. Donc, vraiment, c'est la réponse à la question, l'univers est-il ou n'est-il pas accessible à l'homme? Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose de très fondamental et très important. Et vous suggérez des travaux qui permettraient de penser que l'univers est peut-être accessible et que l'homme sur la Terre ne vieillirait pas plus vite C'est ça. que l'homme dans la fusée. En fait, c'est ça, mais attention, je précise bien que ma théorie ne répond pas à ce point. Bien sûr. Je crois qu'on peut suggérer une expérience pour vérifier ce point. Ce sera en effet capital. Je crois que ce serait important. Monsieur Charon, après ce tour d'horizon difficile, mais que vous avez rendu très compréhensible, je voudrais vous poser des questions un peu plus personnelles. Quelle est votre formation? Je suis ingénieur de l'école de physique et chimie de Paris. Vous n'êtes donc pas un physicien théorique de profession? Non, la principale de mon activité consiste en des recherches sur la fusion thermonucléaire, mais je suis vraiment passionné depuis un grand nombre d'années par ce problème d'une théorie unitaire. Comment avez-vous travaillé à cette théorie alors? Chez vous, le soir? Eh bien oui, ça paraît assez curieux, mais je crois que la plus grande partie de cette théorie a quand même été élaborée pendant mes week-ends et pendant mes soirées. Cependant, je crois que ça dépasse très très nettement... les travaux du soir, les travaux supplémentaires. Oui, ou le hobby, vous savez. Oui, oui. Vraiment, non, je crois que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et ça confine un petit peu presque au sentiment mystique, si vous voulez. Enfin, c'est quelque chose vraiment... ça ne demande aucun effort pour se livrer à ce genre de recherche, ça ne provient pas d'une sorte de préméditation. Je crois qu'on est poussé ou on n'est pas poussé à faire ce genre de recherche, et à partir de ce moment-là, ce n'est pas véritablement un travail supplémentaire que je me suis imposé. Disons que je suis passionné par ce genre de choses. Depuis toujours? Non, depuis à peu près 8 ans, 8 à 9 ans à peu près. Et maintenant que cette série d'équations est au point, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous savez, ça n'est pas au point. Je crois que ce serait entièrement faux d'envisager les choses sous cet angle-là. Je crois que c'est plutôt un programme, ce sont de nouvelles idées, ce sont des choses qu'il faut certainement perfectionner, améliorer. Et défendre? Défendre également, et défendre même sûrement, car vous connaissez probablement le mot du fameux physicien prix Nobel Planck. Oui. Il avait dit ceci, qui je crois est assez joli: une nouvelle théorie ne triomphe jamais, ce sont ses adversaires qui finissent par mourir.